Bonjour à tous, ça fonctionne. Donc bienvenue à cette présentation où on va vous parler de cryptographie post-quantique. Alors très rapidement sur nos deux sociétés. Evertrust, nous sommes un éditeur de logiciels spécialisé dans la confiance numérique. Donc on édite toute une suite PKI, CLM. Donc on est là pour démontrer cette partie sur comment diffuser justement la cryptographie post-quantique. Cryptonex Security, donc c'est une société qui est issue du milieu académique, donc qui a 20 ans d'expertise dans le domaine de la cryptographie résistante à l'ordinateur quantique et au calcul algébrique. Et donc on est aussi un éditeur de logiciels. Notre objet est de proposer des solutions logicielles qui vont permettre d'utiliser cette cryptographie résistante à l'ordinateur quantique. Alors en quelques mots, pour recontextualiser, il s'agit de certificats numériques et donc de PKI. À quoi ça sert? C'est utilisé pour sécuriser les communications et les identités. Donc les trois usages classiques des certificats numériques, ça va être l'authentification, la signature et le chiffrement. C'est utilisé entre autres comme base du protocole TLS qui sert à chiffrer les communications sur les réseaux, que ce soit Internet, intranet, etc. Il y a une notion de tiers de confiance qui intervient avec la PKI, c'est-à-dire que Alice et Bob, que tout le monde connaît bien, font confiance au même tiers pour valider leurs identités. C'est un peu la même logique que le passeport, hein, c'est-à-dire que quand on a un passeport, il valide l'identité de quelqu'un et on lui fait confiance parce qu'il a été émis à un État auquel on fait confiance. L'implémentation d'une PKI, du coup, pour être valide, doit répondre à un certain nombre de règles relativement strictes qui sont émises par divers organismes, donc que ce soit l'IETF, le NIST, l'ANSSI, le CAP Forum, le BSI, etc. Et en termes d'enjeux de conformité, il faut donc s'assurer que les certificats qui sont déployés correspondent à une politique qui a été définie au niveau de l'entreprise pour assurer la bonne sécurité globale de l'infrastructure de gestion des clés et éviter ainsi les certificats autosignés qui peuvent être usurpés très aisément, les certificats expirés qui provoquent des arrêts de service, en fait, pur et simple. Il y a eu dans les années passées des exemples assez célèbres de services qui s'étaient arrêtés parce que les certificats avaient été expirés sans avoir été renouvelés. Et dernier point, mais non le moindre, la conformité en termes de cryptographie. Et donc, pour adresser de manière la plus automatique possible ces problématiques de conformité, il y a un type d'outil qu'on appelle un CLM, un Certificate Lifecycle Management, qui existe et qui a pour charge, du coup, d'analyser cette conformité et de remettre les différentes machines du système d'information en conformité avec la politique PKI. Ça se traduit dans notre offre au niveau de deux logiciels, donc Stream, l'autorité de certification, et Horizon, qui est à la fois autorité d'enregistrement et CLM. Et donc, c'est plus particulièrement d'Horizon qu'on parlera aujourd'hui. Pour expliquer donc brièvement la menace de l'ordinateur quantique, il faut savoir que les algorithmes actuels basés sur RSA courbe elliptique, donc basés sur les problèmes de théorie des nombres, sont complètement attaqués, cassés par un ordinateur quantique. Donc ça, c'est une attaque systémique, c'est-à-dire qu'on va être capable de retrouver la clé secrète. Donc ça a un impact sur toutes les infrastructures qui utilisent cette cryptographie à clé publique. Et en gros, il y en a un peu partout, en particulier dans les certificats dont on vient de parler. Et il faut savoir que en termes de migration, pour remplacer donc cette cryptographie donc qui est cassée par la cryptographie nouvelle génération dite post-quantique, eh bien, il y a un travail assez considérable. D'une part, il va falloir prendre en compte le moment où effectivement l'ordinateur quantique sera effectivement assez puissant pour casser ces algorithmes, mais également prendre en compte le temps de transition. Parce que comme cette cryptographie est enfouie dans tous les produits de cryptographie dans les niveaux les plus bas, il y a un temps de transition qui est très long et réparti dans des milliards d'applications.
également, il faut savoir qu'il y a une menace qui est déjà présente, c'est ce qu'on appelle le Harvest Now Decrypt Later, c'est-à-dire qu'on sait qu'il existe des agences qui enregistrent toutes les communications sur Internet, donc communications chiffrées, et qui stockent sur des disques durs, et on peut sortir ces informations dans 10 ans, quand un ordinateur quantique suffisamment puissant sera disponible, et qui permettront donc de déchiffrer ces informations. Et donc, de manière concrète, par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'Alexandre a montré, eh bien, avec un ordinateur quantique, en l'état actuel, TLS n'offre plus de sécurité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la cryptographie résistante en quantique. Il faut savoir que, vu de très loin, les principes de base sont les mêmes qu'avec la cryptographie traditionnelle. On va toujours avoir un mécanisme avec une clé publique et une clé secrète. Néanmoins, les mathématiques sous-jacentes sont complètement différentes. En termes de régulation et de standardisation, il faut savoir qu'il y a une compétition qui a été lancée par les Américains dès 2016 et qui s'est traduite l'année dernière par la sélection déjà d'un certain nombre d'algorithmes donc, qui vont être standardisés par le NIST et après au niveau international. Donc cette compétition d'ailleurs continue, il y a des tours suivants qui arrivent et avec même des nouvelles soumissions qui vont arriver pour les signatures ultra courtes. Les agences européennes, par exemple l'ANSSI, mais aussi le BCI, suivent en fait cette transition vers le post-quantique. Ce qui est recommandé, c'est de pas, on va le voir dans le transparent suivant, de pas faire de transition directe, de faire une transition en mode hybride, et aussi recommande, en plus des algorithmes sélectionnés par le NIST, un certain nombre d'algorithmes, comme par exemple l'algorithme Frodo. Et donc en conclusion, il y a une complexité qui arrive avec cette nouvelle cryptographie, et donc on va avoir besoin maintenant de crypto-agilité. Là, le problème, c'est que RSA s'est inscrit en dur dans les logiciels. Remplacer cette brique par une autre, c'est compliqué. Donc ça, il va falloir passer à autre chose. Et donc, il y a des notions d'interopérabilité. Évidemment, il faut que toutes ces solutions soient interopérables entre elles. Également, il y a un enjeu d'écosystème. C'est pas juste un endroit où il faut changer une brique, il faut changer X logiciels. Et dans la démo que vous allez voir, il y a en fait 4 ou 5 parties qui ont déjà été upgradées avec des solutions post-quantiques. Alors, dernier mot sur la migration. Donc, les recommandations, c'est de surtout pas remplacer la crypto existante par cette cryptographie nouvelle génération, mais de travailler en mode hybride. C'est-à-dire que pour les certificats, par exemple, on va avoir 2 jeux de certificats ou au moins 2 jeux de signature. Une classique et une post-quantique. L'objectif étant que pour casser la cryptographie, il faut avoir cassé la partie classique et la partie post-quantique. Donc ça, c'est la première phase de la transition, sachant que dans une deuxième phase plus lointaine, mais pour donner un ordre de grandeur aux alentours de 2030, on pourra se passer de la partie classique et avoir uniquement des certificats avec de la cryptographie uniquement post-quantique. Mais c'est pas pour tout de suite. On se rapproche de la démo. Et quelques mots sur la constitution de notre environnement de démonstration. Il est constitué de 2 VM. Une VM qui contient bêtement un serveur Apache, bêtement entre guillemets, et qui donc porte un certificat TLS. Sur cette machine, on a déployé notre client Horizon qui va précisément être capable d'analyser sa conformité, voir si ce qu'on peut faire avec le certificat et éventuellement le remplacer. Et l'autre VM contient le serveur d'Horizon avec la partie CLM et PKI. Donc il va présenter à la fois une vue analytique du parc, et notamment en termes de crypto, et il va également contenir la partie PKI, c'est-à-dire qu'il va gérer l'émission des certificats à partir directement de cette plateforme. En termes de scénario, ce qu'on va vous présenter, c'est donc une logique de détection, analyse, remédiation, validation, donc quelque chose d'assez classique. On va d'abord détecter les certificats déployés, analyser, donc vérifier, ben voilà, ce sont des certificats à base de cryptographie historique.
opérer à la remédiation, c'est-à-dire déployer du coup le certificat à base de cryptographie post-quantique et hybride, donc sur base de CryptoNext. Et enfin, on va valider, donc toujours avec les outils CryptoNext, que le certificat déployé a bien remédié à cet état de fait et que du coup, on est capable d'établir un tuyau TLS post-quantique pour communiquer avec le serveur Apache et ainsi être immune aux attaques dont Jean-Charles vient de vous parler. Alors, je vais essayer de basculer sur mon environnement de démo. Je ne sais pas si ça va bien marcher. Est-ce qu'on voit quelque chose? Alors, donc je vais commencer par la partie détection. Donc là, le client Horizon vient de scanner le réseau et il a donc trouvé une série de certificats. Voilà, donc là, si on les analyse, on s'aperçoit qu'il a trouvé plusieurs certificats et il a trouvé des certificats vraisemblablement pas très propres. Donc si je zoome et que je prends mes certificats auto-signés, je regarde là-dessus et je vois que j'ai un certificat absolument dégoûtant, c'est-à-dire que non seulement il est qu'en RSA, mais en plus c'est une clé de 1024, il est auto-signé. Pour autant, il est censé identifier un serveur, donc en l'occurrence mon serveur Apache. Il est accessible du réseau. Il donne peut-être une impression de fausse sécurité. On voit les éléments ici qui permettent de le repérer, son adresse IP, etc. Et donc, si je viens et que j'essaye d'établir une connexion, voilà. Bon, Firefox m'a averti quand même, hein, il se doute bien que c'est pas si bien que ça. Et de fait, j'établis une connexion qui est pure RSA, et en plus, on m'a averti que c'est une clé RSA 1024. Donc maintenant, la logique va consister à dire, je veux remettre ça en conformité. Donc pour ça, très rapidement, au niveau d'Horizon, on a défini une politique d'automatisation qui pointe vers une politique d'enrôlement qui est en l'occurrence basée sur le protocole EST et dans laquelle on a dit qu'on voulait du coup émettre des certificats en conformité avec la PQC. Donc, en d'autres termes, il s'agit ici de certificats hybrides, comme Jean-Charles vous l'a expliqué, qui vont donc contenir à la fois un biclet RSA et un biclet. Donc là, ici, on a choisi de mettre du dilithium 5, donc qui est un algorithme PQC. Et donc, je reviens au niveau de ma machine et je vais lancer justement la reprise sous contrôle. Donc là, le client a scanné la machine, il a identifié qu'il y avait un serveur Apache, et donc il propose de le reprendre sous contrôle. Donc c'est ce qu'on fait, et on a un effet démo. Alors je vais réessayer. Si ça marche pas, je passerai sur ma vidéo de backup. Bon, ça marche toujours pas. Il y a peut-être un problème de connexion. Ouais. Effectivement. On va voir si on peut réparer ça. Et en attendant, je rebascule sur la vidéo pour avancer. Il faut lancer le Docker. Alors. Donc là, on va revoir les mêmes étapes. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Donc voilà l'analyse et la reprise sous contrôle. On en était là.
Voilà. Donc ça, c'est ce qui n'a pas marché tout à l'heure, mais je pense qu'on pourra le reprendre. Donc là, c'est où on en était. Donc on trouve bien l'Apache, on le reprend sous contrôle. Et là, on voit donc qu'il demande un mot de passe à usage unique pour authentifier l'enrôlement, qu'on va récupérer du coup sur Horizon. Donc voilà tout l'intérêt de la chose. Donc voilà, on va récupérer le mot de passe à usage unique. Et une fois qu'on l'aura récupéré, on va venir l'insérer sur la machine sur laquelle on est en train d'opérer l'enrôlement PQC. Le voilà, le fameux mot de passe. Hop. Il est saisi. Et donc là, ça va très vite. Hein. Quand ça marche, ça va vite. Et on s'aperçoit qu'on récupère un certificat PQC qui est installé, configuré dans le serveur. Le serveur Apache est redéployé. Alors, sur ce serveur Apache, on en profite pour déployer également la librairie post-quantique. On réeffectue un scan de découverte et on retourne dans Horizon. Et là, on va voir du coup qu'on a mis la plateforme en conformité. Voilà. Et si on descend, on va s'apercevoir, donc parmi les indicateurs, qu'on a bien un certificat qui est émis sur de l'hybride. Voilà. Donc on voit bien les algorithmes hybrides, c'est-à-dire que le certificat désormais porte 2 biclés et donc 2 signatures. Un biclé et une signature RSA et un biclé et une signature dilithium 5, d'où le nom d'hybridation. Et si je zoome sur ce certificat, Horizon va nous présenter les détails et justement en quoi consiste cette hybridation. Donc voilà le certificat. Donc, ce coup-ci, on est sur une note A, hein, bien plus en ligne avec ce qu'on attend en termes de bonnes pratiques. Et comme vous le voyez avec le petit logo PQC Ready, le certificat est bien conforme. Donc, il a bien été déployé sur la même machine. Et le dernier point va donc consister à aller vérifier que on utilise bien de la cryptographie post-quantique. Bon, d'abord avec Firefox, évidemment, ça va pas forcément être hyper parlant. Mais néanmoins, on voit que là, il est content. Et pour descendre un peu plus dans le détail, on va revenir sur notre machine et on va faire bêtement un OpenSSL client. Alors, c'est pas si bête que ça, à nouveau. Donc, en utilisant justement l'OpenSSL de CryptoNext, je vais laisser Jean-Charles commenter ce qui se passe. Voilà. Donc là, on démarre le S-Client. C'est-à-dire que ça simule une connexion sur le site web. Et ici, on a en fait possibilité de faire 2 choses. D'une part, utiliser ce certificat hybride post-quantique. Donc il y a une double vérification sur l'authentification du serveur, en classique et en post-quantique. Et également pour le chiffrement des données, il y a un double échange de clés qui est réalisé avec de la cryptographie classique et avec un algorithme post-quantique, donc qui s'appelle Kyber pour le chiffrement. Et donc, ce qui est intéressant avec ces solutions de certificats hybrides, qu'on appelle rétrocompatibles, c'est qu'ici, on a utilisé un client donc, qui est upgradé en post-quantique, donc on a le niveau maximal
de sécurité. Néanmoins, tout le monde ne peut pas faire cette transition instantanément. Donc, si vous utilisez un navigateur ou un client qui n'a pas été upgradé, eh bien, ça va quand même fonctionner, certes avec une cryptographie dégradée, mais ça permet quand même d'accéder au site web et donc dans cette transition que j'ai montrée tout à l'heure, d'aller progressivement vers un mode qui est pour l'instant tolérant. On va accepter des certificats hybrides rétrocompatibles et puis après ça va devenir de plus en plus exigé. Ça va être obligatoire d'avoir ces certificats et également de faire ce double échange de clés. Donc ça met fin à notre démo. Est-ce que vous avez des questions ? On va passer effectivement aux sessions de questions-réponses. Je vais emprunter l'un de vos 2 micros. Est-ce que dans le public, il y aurait une question, une demande de précision ? Tout a l'air bien clair. Ah, je viens vous voir. Tenez, monsieur. Oui, bonjour. En quoi les clés PQC sont incassables ? Enfin, c'est peut-être une question de béotien, mais est-ce que qui dit que demain elles seront incassables ? Alors, c'est pour ça qu'il y a cette compétition qui a été organisée par les Américains depuis 2006. Et avant, il y avait tout un travail académique sur le sujet. Ça ne fait pas juste du jour au lendemain, on s'est mis à faire de la cryptographie post-quantique. Et donc, en fait, pourquoi ? Eh bien, parce que ça résulte d'un consensus mondial, en fait. En fait, donc tous les algorithmes là, qui ont été sélectionnés. Alors évidemment, dans le lot de la sélection, il y en a qui ont été éliminés rapidement, qui étaient mauvais. Mais les algorithmes qui ont été sélectionnés par le NIST, donc ont fait l'objet de. Donc toutes les spécifications de ces algorithmes sont publiques. Donc tout le monde étudie ces algorithmes depuis des années et des années. Et donc il y a un consensus pour dire que casser ces cryptosystèmes, c'est un problème difficile, même pour un ordinateur quantique. Et donc, par contre, c'est pour ça qu'il faut absolument suivre des standards. Et alors, en plus, on sait que derrière ça, les problèmes mathématiques qui sont sous-jacents, c'est des problèmes difficiles. L'ordinateur quantique, c'est pas magique, ça ne sait pas non plus résoudre tous les problèmes. Donc, vous savez que si vous cassez ce problème-là, vous allez casser un problème qui est bien connu et qui est difficile à résoudre. Donc, c'est pas impossible, mais ça serait une énorme surprise. Et alors, deuxième chose, c'est que de toute façon, il y a cette notion de crypto-agilité. Ici, si on veut remplacer, admettons qu'il y a un problème, ou une histoire de régulation, que par exemple, disent telle agence impose d'utiliser un autre algorithme que celui qu'on a utilisé, eh bien, tout est fait pour que là, on puisse remplacer à la volée un algorithme par rapport à nous. J'aurais aimé savoir quelle librairie vous préconisez pour la mise en place de la cryptographie post-quantique. Ici. Voilà. Quelle librairie vous préconisez pour la mise en place de la crypto post-quantique ? Alors évidemment, nous, on va vous dire qu'on va préconiser la librairie, la bibliothèque CryptoNext. Donc c'est une bibliothèque écrite complètement par CryptoNext. On maîtrise complètement tous les aspects. Donc c'est notre implantation, c'est pas une implantation qui a été faite à l'extérieur. Et on a des améliorations même algorithmiques dans ces parties-là. Après, il existe aussi des bibliothèques open source. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très important la notion de maintenance et de suivi des implantations est aussi cruciale, parce que d'un autre côté, il ne faut pas cacher qu'on n'a pas la même expertise, pas la même maturité d'implantation qu'un algorithme comme RSA. Donc tout ça, ça évolue en permanence. Donc il faut vraiment suivre toutes les avancées du domaine. Illustration ici, et je vous retrouve. J'en ai pour 5-10 minutes à peu près. Vous m'entendez ? Oui, bonjour. Je voulais savoir sur la notion de Harvest Now et voilà, ça m'entend. Je voulais savoir sur la notion de Harvest Now and Decrypt Later. Est-ce qu'il y a déjà des mécanismes qui sont mis en place pour justement
empêcher à ce que justement le quantique puisse casser ces chiffrements, enfin qu'on soit pas en retard en fait par rapport à ça. C'est peut-être une question de néophyte, mais enfin voilà, c'est une question. Non, justement, si vous n'avez pas de sécurité supplémentaire offerte par ces nouveaux algorithmes, tout ce qui est déjà enregistré maintenant, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on pourra les sortir dans 10 ans. Et parce que là, ils ont été chiffrés avec RSA, même à un très haut niveau de sécurité. Là, il n'y a rien à faire, c'est fichu. Après, peut-être les données n'auront plus de valeur dans 10 ans, mais si les données qui ont encore une valeur dans 10 ans, là, vous ne pouvez plus rien faire. Parce que c'est à l'instant T, si vous n'avez pas la protection, ben, c'est stocké, après, vous ne l'avez plus. C'est pour ça qu'il faut agir vite. Une dernière question peut-être, et puis ensuite nous allons clore la conférence. Oui. Tenez. Sur l'échange de clés à la fin dans TLS, j'ai pas bien compris si on fait un échange de clés classique RSA et à côté un échange de clés post-quantum, ou s'ils s'appuient l'un sur l'autre pour avoir une approche qui cumule les avantages des deux. Alors effectivement, il faut cumuler. Alors de quelle manière exacte c'est fait, peu importe les détails. Effectivement, il y a un échange de clés qui est fait moralement avec RSA, un autre qui est fait avec la partie post-quantique, et après on va mélanger les deux clés pour obtenir le secret qui va être utilisé pour faire du chiffrement symétrique. Parce qu'en fait, dans ces choses-là, il y a toujours deux parties. Une partie de chiffrement à clé publique, puis une fois qu'on s'est mis d'accord sur un secret partagé, une clé secrète commune, là, on utilise un algorithme symétrique, AES, qui est beaucoup plus efficace. Mais effectivement, le secret partagé doit dépendre des deux. Parce que l'objectif, c'est que pour casser ça, il faut casser à la fois RSA et à la fois l'ordinateur, le cryptosystème post-quantique.